Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette journée virtuelle du printemps de médecine d'urgence. Pour ceux qui n'étaient pas hier, je suis Carlos Elkouri, médecin urgentiste à Medipôle, coordonnateur de Résuval. Je vais avoir le plaisir de co-modérer cette troisième session avec Abdeslam Redjalin. Bonjour Abdes. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, nous allons parler de bien-être sur cette session. Moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Abdeslam Redjalin, médecin urgentiste à l'hôpital Le Corbusier à Firminy et je coordonne l'Observatoire régional des urgences Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc nous avons plus de 400 inscrits pour cette session. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est pas sans mettre la pression sur nos experts. Alors ça tombe bien parce que s'il y en a un pour baisser la pression, c'est le professeur Elhaj. Bonjour Wissam. Bonjour. Wissam est lyonnais d'adoption, on se connaît depuis 30 ans maintenant. Il est psychiatre, il est professeur en psychiatrie au CHU de Tours. Il est patron de la recherche clinique aussi au CHU de Tours. Sans transition, Wissam, je te laisse la parole. Super, merci. Je suis très heureux et honoré de cette invitation. Donc, je m'occupe effectivement à Tours du centre d'investigation clinique du centre régional de psychotraumatologie. Je vais vous parler aujourd'hui du stress en lien avec cette pandémie, du stress post-Covid et pour les soignants particulièrement. En fait, très tôt dans la pandémie, je me suis inquiété de l'état de santé psychique de nos soignants, notamment en première ligne face à la Covid, du fait particulièrement de notre expérience dans les traumatismes, dans les situations exceptionnelles. Et on a fait la comparaison finalement de cette situation de pandémie à celle des combattants en première ligne face à des situations de guerre ou à des situations extrêmes. Alors pourquoi les soignants ? Les soignants ont certaines qualités ou compétences ou expositions qui les met en situation particulière. Ce sont des gens empathiques en général, altruistes, des hommes et des femmes, mais qui sont aussi perfectionnistes pour faire ces métiers-là, de tout âge, et qui sont confrontés, comme vous et moi, à beaucoup de douleurs, des maladies, la mort, le stress chronique et la violence. Et quand je dis soignant, c'est l'ensemble finalement des métiers que nous côtoyons à l'hôpital. Alors ces compétences-là qui sont finalement ce qui nous définit tous, sont les mêmes compétences qui nous mettent à risque supplémentaires de problématiques telles que le burn-out, l'anxiété ou la dépression. Et pour illustrer ça, notre connaissance dit que le nombre, que ce qui favorise par exemple le burn-out chez nos professionnels, c'est les gens qui sont en situation d'isolement, qui rencontrent des patients difficiles, pour lesquels la charge de travail augmente et avec beaucoup de morts, comme dans cette pandémie, des succès incertains, on n'arrive pas à aboutir à une satisfaction suffisante dans le travail qu'on réalise. Et bien sûr, il y a toujours une petite variabilité liée à des facteurs de personnalité et la fatigue. Donc, ce sont des facteurs qu'on connaît bien, qui sont soit liés au contexte, par exemple la pandémie, le contexte de travail, au contexte personnel aussi, et on peut intervenir pour améliorer la situation avec des interventions sur le lieu de travail, de prévention, et à un certain moment, on peut aussi faciliter l'accès aux soins. Une caractéristique aussi de cette pandémie, où quand on est exposé à des situations comme ça de mort et de situations extrêmes, c'est que ça nous met dans un état de fatigue compassionnelle, qui pour nous est un équivalent d'une sorte de stress traumatique qui provoque chez les uns et les autres
un état de tension, d'être préoccupé en permanence, de ressentir un peu de la personne, de ressentir de la souffrance vis-à-vis de la personne qu'on prend en charge. Et on sait que les personnes les plus empathiques parmi nous sont les plus à risque. Et on sait aussi que nous, soignants, on ne prend pas toujours tout à fait bien soin de nous-mêmes. On a tendance aussi un peu plus à l'autocensure ou à l'automédication, à ne pas vouloir demander de l'aide. Et parmi nous, nombre de personnes qui continuent à travailler malgré le fait qu'on peut être malade et donc on peut exiger même de certains collègues d'être travaillés alors qu'ils sont malades. Donc, cette fatigue compassionnelle peut s'apparenter à ce qu'on appelle, nous, un traumatisme. Pas un traumatisme direct, comme quand on est agressé, violenté, mais un traumatisme indirect ou secondaire, où c'est la situation finalement de nos équipes soignantes depuis 1 an, depuis 14 mois, face à ces expériences de mort dans les services de réanimation, l'arrivée massive dans les urgences, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui favorise la survenue du stress post-traumatique chez les soignants? Tous les facteurs qu'on a vus, par exemple, en début de la pandémie, en mars-avril l'année dernière, c'est la désorganisation, un certain manque de prévisibilité, sentiment de ne pas contrôler grand-chose et une charge de travail croissante. Mais les autres facteurs dont on a parlé tout à l'heure, les facteurs individuels, c'est d'être fortement empathique, d'être isolé socialement ou professionnellement. Les plus jeunes parmi nous, par manque d'expérience, les femmes sont plus à risque, probablement aussi du fait d'antécédents peut-être personnels et les traumatismes personnels donc non traités, tels que l'OMS a donné donc l'alerte que 30 à 50% de ces populations soignantes vont développer une forme de détresse post-traumatique, en tout cas en lien avec la COVID. Alors, quels sont les premiers signes qui doivent nous alerter? On a tendance souvent à préciser qu'il faut réagir dès les premiers signes, troubles du sommeil, irritabilité, difficulté à se concentrer, devenir irritable, d'anticiper un peu les choses, du mal à revenir au travail par moment, des pensées un peu autour des situations qu'on a vécues au travail qui nous envahissent. Et petit à petit, on peut avoir une sorte de distanciation émotionnelle par rapport à ce qu'on vit, un détachement émotionnel, un vécu de « à quoi bon ?» on ne peut pas tout contrôler, sentiment d'impuissance et parfois, dans les cas plus avancés, un peu de culpabilité ou d'évitement d'aller au travail. Quels sont les professionnels concernés? Il n'y a pas de professionnels uniquement une catégorie professionnelle, mais tous les personnels soignants qui sont finalement en activité. C'est un travail d'équipe à l'hôpital, et que ce soit les étudiants, les brancardiers, les agents de sécurité, les agents administratifs, chacun de sa situation, de son point de vue, peut vivre un traumatisme secondaire, puisqu'on considère que 40% sont à un risque augmenté. Donc très tôt dans cette pandémie, vous avez vu depuis 1 an monter un peu les choses. Au début, il y avait ce climat d'incertitude, un climat anxiogène, et on avait toutes ces difficultés organisationnelles, telles qu'un rapport récent l'a confirmé, même de façon tout à fait officielle, qu'on a manqué de point de vue organisationnel, de point de vue structurel, mais petit à petit, ça s'est arrangé. Et puis, il y a d'autres facteurs de risque où certaines personnes se sont senties en manque de soutien, d'autres la peur de contaminer les proches, puisque finalement, de ramener cette Covid qu'on peut rencontrer à l'hôpital vers des proches qui sont malades, la peur d'être stigmatisé. Il y a eu des situations aussi de stigmatisation d'infirmiers ou autres qui ont été stigmatisés du fait de leur métier. Et très vite, donc, on a alerté sur ce risque d'anxiété, dépression, épuisement, addiction ou stress post-traumatique. Et d'autres collègues en France, là à Paris, donc ils ont montré
qu'après cette première vague, très vite, on a vu apparaître des symptômes anxieux, dépressifs, tels que dans beaucoup d'hôpitaux, on a mis en place des cellules d'écoute, des numéros de téléphone d'écoute ou de soutien à ces personnels pour venir un peu compenser soit les difficultés en lien avec la réorganisation des habitudes de travail, soit parfois en début de la pandémie, réactivation de traumatismes personnels anciens, pas forcément en lien directement avec les traumatismes vécus. Nous avons également mené une enquête en ligne auprès de 1000 participants. La particularité, c'est qu'on a divisé donc, les participants en 3 catégories. Ceux qui sont en première ligne, donc les urgences, les réanimations, particulièrement, et les secteurs Covid. Ceux qui sont en deuxième ligne, donc qui sont en soutien, donc qui sont à l'hôpital, mais qui ne prennent pas en charge les patients Covid directement. Et puis ceux en troisième ligne, les administratifs et autres. Et ce qu'on a observé, que l'inquiétude de ces personnels soignants était dirigée vers la peur que leurs proches soient positifs au Covid ou suspectés de la Covid, et on a eu plus de 40% dans cette situation-là. Un tiers était avec des proches positifs au Covid, des proches à risque dans 40%, eux-mêmes contaminés par le Covid ou porteurs eux-mêmes d'une maladie à risque. Donc l'inquiétude envers nos patients, mais aussi il y avait une composante nouvelle dans cette pandémie, c'est beaucoup d'inquiétude pour soi ou pour ses proches qui pouvaient être malades. On a vu également le niveau d'exposition avait son importance, c'est-à-dire les gens qui étaient en première ligne, le plus exposés, c'est ceux qui ont le plus souffert du manque de matériel. Ce sont les personnes qui ont été les plus anxieuses, les plus tristes, les plus en colère, chez qui on a vu apparaître quelques difficultés de type problème de sommeil, d'appétit, qui se sentaient impuissants à un certain niveau, plus vis-à-vis de la situation familiale ou personnelle, et avec toujours cette empathie, cet altruisme de vouloir agir de manière respectueuse et dévolue envers les patients. Et certains ressentaient finalement de la culpabilité par rapport à leur famille, de ne pas être présents. Vous vous rappelez, certains dormaient à l'hôtel également pour pouvoir ne pas contaminer leurs proches. Ce qu'on a montré aussi, c'est que ces personnes en première ligne de la Covid, de la prise en charge, étaient les personnes qui avaient un risque augmenté donc, de stress post-traumatique, donc des vécus de cauchemars, d'évitement, de peur, d'hypervigilance, et un vécu de dépersonnalisation, c'est-à-dire comme si ils devaient un peu se détacher, se dépersonnaliser, ne pas tenir compte de leur propre vécu corporel pour pouvoir poursuivre leur activité. On n'a pas trouvé d'épuisement émotionnel ni de perte d'accomplissement personnel, c'est-à-dire que les gens étaient encore trouvé satisfaction dans ce qu'ils accomplissaient. Ils avaient toujours ce sentiment d'utilité envers les patients qui les animait, et malgré la situation, il n'y avait pas d'épuisement à ce moment-là. Alors, ce que je vous dis là a été retrouvé donc, dans toutes les études internationales, dans tous les pays, avec, dans cette méta-analyse, on retrouve finalement une augmentation, donc effectivement, du signal pour l'anxiété, pour la dépression, pour les troubles post-traumatiques et pour les troubles du sommeil. Cet ensemble donc de facteurs qui ont commencé comme ça à apparaître, donc des signes de surmenage, de dépersonnalisation que je viens d'évoquer et d'anxiété, font aussi le lit du stress post-traumatique. Font le lit parce que ça fait des petites fragilités qui, si les personnes continuent finalement à travailler, à être exposées à des difficultés, des traumatismes secondaires, de fatigue compassionnelle, ben cela va faire le lit de développement de troubles de stress post-traumatique, particulièrement chez les personnes en première ligne, plus de symptômes post-traumatiques, plus de symptômes dissociatif, c'est-à-dire de devoir un peu faire abstraction de soi-même, de se dépersonnaliser. Ce qui a été aussi montré dans cette étude, c'est que
on avait encore plus de stress post-traumatique chez les personnes, chez les soignants, chez qui un de leurs collègues a été infecté, hospitalisé ou décédé des suites de la Covid. Il y a une identification encore plus forte, il y a une pression encore plus forte, particulièrement donc, chez ces personnes-là, particulièrement aussi chez les personnels infirmiers, les femmes et les plus jeunes parmi nous. Ce que je vous décris ici, ces facteurs-là qu'on vient de décrire ici, on les a retrouvés dans toutes les pandémies précédentes, que ce soit le SARS 2003, le MERS 2012 et donc la Covid-19, et on retrouve exactement les mêmes facteurs, dont le niveau d'exposition, le nombre d'années d'expérience, le sexe féminin, le jeune âge, l'organisation du travail et bien sûr l'isolement. Donc, vous voyez un certain nombre de facteurs qui nous ont poussé à dire comment va-t-on réagir, qu'est-ce qu'on va proposer à ces personnels soignants. Donc, nous avons mis en place une étude nationale sur tous les territoires et on a voulu penser un modèle qui soit complètement dématérialisé, parce qu'on s'est dit, pour que les gens puissent rentrer facilement dans l'étude, pour qu'on respecte la distanciation physique, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'augmenter le trafic entre les services. Aussi, il y a une dimension éthique. On voulait aussi que les gens se sentent libres de rentrer dans l'étude de façon presque anonyme, c'est-à-dire que c'est plus facile de rentrer dans l'étude sans devoir aller toquer sur la porte du psychologue ou du psychiatre qui est dans le même hôpital, une forme de discrétion, et qui puisse se déployer dans tout le territoire national au rythme que les gens souhaitent. Donc, on a voulu constituer une cohorte de 3000 soignants de première ligne, que ce soit urgence, secteur Covid ou réanimation. Et plus récemment, on a ouvert également au personnel des EHPAD. Et l'idée, c'est chaque soignant, étudiant, soignant, va rentrer par un QR code dans l'étude ou par un lien. Et tous les 3 mois, il va répondre à des questionnaires et il a un retour personnalisé sur ses symptômes en disant nous trouvons que vous avez l'air d'aller bien ou vous avez l'air d'avoir quelques signes d'alerte, attention, nous vous recommanderons ça, ça et ça. Et parmi les patients les plus sévères ou les soignants qui ont les symptômes les plus sévères, on a décidé de randomiser. Donc, il y a un tirage au sort et les participants seront randomisés soit dans un groupe EMDR, soit dans un groupe contrôle avec un suivi. Et il y a 3 moments de randomisation au moment où le sujet rentre dans l'étude, 3 mois après et 6 mois après. Donc, il y a aussi un suivi comme ça prospectif. Et la particularité, c'est que les séances de EMDR, bien sûr, sont totalement prises en charge par l'étude. On trouve un thérapeute à proximité du domicile du participant. Et donc, pour chaque participant pris en charge, il y a à peu près une enveloppe de 900 000 €. Et on peut, comme ça, soigner jusqu'à 450 soignants. Alors, le MDR, peut-être que tout le monde n'est pas familier. En 2 mots, c'est basé sur des mouvements oculaires. Il y a plus de 1700 thérapeutes partout en France. C'est très structuré, c'est des thérapeutes certifiés avec une pratique bien définie. Et donc, souvent, par exemple, on demande au sujet d'évoquer la situation problématique qu'ils ont traversée. Pendant qu'ils évoquent cette situation problématique, on va, à un moment donné, faire des mouvements oculaires qui permettent de baisser la tension émotionnelle et faciliter la régulation émotionnelle et intégrer le souvenir dans la vie normale du sujet. Donc, je vais vous présenter ici, pour conclure, une vidéo qui présente cette étude avec un moyen tout à fait simple. Voilà. Vous êtes professionnel de santé hospitalier ou en EHPAD. Vous faites face à l'épidémie. Vous prenez soin de patients atteints de la Covid, aux urgences, en réanimation, dans des unités dédiées ou en EHPAD. Depuis 1 an, vous faites un travail remarquable et difficile. Merci à vous. Chacun
vit les situations de manière différente, avec des émotions diverses. Vous avez peut-être développé les symptômes insomnie, anxiété, irritabilité ou fatigue. Indépendamment de ce vécu émotionnel, nous vous invitons à participer à l'étude ART Covid, financée par le ministère chargé de la Santé, pour mesurer l'impact de l'épidémie chez les soignants. L'étude ARD est une cohorte nationale. Elle permet de s'auto-évaluer, d'avoir un retour immédiat, de recevoir des conseils personnalisés en gardant la liberté de consulter. Pour certains, nous proposerons des soins en libéral par EMDR aux frais de l'étude. Votre participation est anonyme et totalement dématérialisée. Quel que soit votre état de santé psychique, merci de participer à cette cohorte. Voilà, je vous remercie et puis je prendrai vos questions s'il y en a tout à l'heure. Merci Wissam pour cette présentation très intéressante. Juste pour rappel, vous pouvez poser des questions sur le petit onglet en bas à droite Q&R. Vous posez vos questions, on les posera aux différents intervenants en fin de session. On va enchaîner du coup avec Hugues Lefort, qui est médecin à Metz et qui va nous parler de leadership et bienveillance, une nécessité ambivalente. Et de la même façon, on posera les questions à la fin. Hugues, à toi. Juste me donner la main, que je puisse mettre en plein écran. Ah, normalement, tu as la main là. C'est bon, vous voyez? Non, pas pour l'instant. Je suis où là? Écran partagé. C'est bon là? Parfait. Parfait. Ok. Donc, bonjour à tous. Hugues Lefort, donc, faut que ça passe. Voilà. J'ai aucun conflit d'intérêt, donc on m'a demandé de discuter du management et de la bienveillance, du manager bienveillant. Et je souhaitais un petit peu enchaîner avec les propos de Wissam. Donc, je suis médecin urgentiste à Metz. Je m'occupe de l'hôpital militaire, des urgences de l'hôpital militaire de Leguest. Et cet été, je m'occuperai des urgences de l'hôpital militaire de l'Aveyran à Marseille. Voilà, donc j'ai aucun conflit d'intérêt avec ce sujet et je voulais un petit peu explorer cette ambivalence qu'il y a peut-être entre être manager et la notion de bienveillance. Est-ce une nécessité absolue? Est-ce si ambivalent? Au niveau de notre positionnement dans la culture des organisations, se confronte à l'ensemble de manières de faire et de manières de penser qui sont largement partagées par les acteurs d'une organisation. Et on l'a bien vu notamment durant la crise Covid, où il fallait faire la part des choses entre une partie visible qui comprend une structure organisationnelle qu'il a fallu notamment réorganiser, et puis un ensemble de comportements partagés aussi, des rituels dont il était difficile d'ailleurs de pouvoir intégrer des personnes qui arrivaient de l'extérieur pour pouvoir aider. Et enfin, des valeurs énoncées et des valeurs revendiquées. Et puis, il y a la partie invisible qui est faite de savoir accumulé, de croyances, de valeurs partagées, non explicitées, et puis d'évidences implicites qui ne sont écrites nulle part, mais qui influencent de toutes les façons la façon de penser et de faire. C'est cette dimension qui est la plus difficile à percevoir pour un observateur extérieur et celle dont le changement est le plus difficile, notamment en situation de crise. Alors, la manière de faire et de penser de chacun sont donc influencées par les manières de faire et de penser partagées au sein des différents niveaux organisationnels auxquels il appartient, tant au niveau social de l'équipe de soins et puis d'un hôpital. Et donc, nous sommes tous individuellement et collectivement constamment sous influence extérieure et intérieure, notamment par nos biais cognitifs et notre expérience. J'ai du mal à faire passer. Il existe différents types d'organisations avec des styles de management qui s'y rapportent et chacune a ses avantages et ses limites.
Mais ce que je souhaitais de vous faire passer, c'est que manager nécessite une pleine conscience à 3 étages, soi-même, l'autre et les organisations. Et le manager est bien celui qui doit porter du sens, une vision et surtout de l'ambition où qu'il soit. Où qu'il soit, c'est-à-dire que finalement, vous allez voir un peu que tout le monde peut être manager. Ce n'est pas forcément le chef qui est manager et on est tous roitelés dans son petit royaume et on a tous une capacité de faire évoluer les systèmes. Par ailleurs, c'est aussi cette notion de Steve Jobs qui disait « à quoi bon engager les meilleurs pour leur dire ce qu'ils doivent faire ?» C'est finalement arriver à implémenter chez l'autre une autonomie pour qu'il puisse gérer seul pas mal de choses et donc pouvoir anticiper les manœuvres futures lorsqu'on est à N+1. J'aime beaucoup cette phrase de Citadelle, qui sort de Citadelle, Antoine de Saint-Exupéry, qui dit « L'avenir, tu n'as point à le prévoir, mais à le permettre ». Bien sûr qu'en tant que crisard, il faut anticiper tout ce qui peut l'être. En tant qu'urgentiste, on le fait, on prépare ses sacs, on fait voilà, au quotidien, et puis aussi on a les plans de secours. Mais s'inscrire dans cette posture de permettre un avenir, c'est bien s'inscrire dans une rencontre singulière, notamment quand on est chef avec des pairs, donc ses homologues d'autres services, des subordonnés, mais aussi des chefs. Et manager ses chefs, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et qui se fait aussi souvent avec respect, mais aussi bienveillance. Et puis aussi un large environnement de partenaires que l'on doit, que l'on doit être prêt à gérer, à manager, mais c'est aussi le cas pour le patient et ses proches aidants. Et cette posture à la rencontre est un fondement au management en général. Alors, et la bienveillance dans cela, est-ce que c'est un but, une finalité, un chemin? Il y a un proverbe du Berry que m'a cité un camarade, un copain hier, qui me dit « Fais du bien à Martin, il fera ses besoins dans ta main ». Ou il y a un autre proverbe un peu plus connu qui dit « Trop beau, trop con ». Alors, est-ce que la bienveillance est une exigence de management? On a tous connu des chefs qui étaient durs, mais qui étaient justes, bougons et rudes, mais droits et loyaux. Et on ne serait surtout pas parti en vacances avec eux, mais par contre, on a livré de vraies batailles ensemble et on est prêt à en livrer d'autres. Alors, pourquoi il y a cette injonction de bienveillance plus aujourd'hui qu'avant? Est-ce que c'est un luxe d'un monde du cocooning, fragile et stressé? Notre densité serait-elle si friable à l'image d'une chips qui rompt à n'importe quelle résistance? Est-ce que c'est un bien nécessaire en France, qui est quand même décrite comme l'avant-dernière de 65 pays industriels dans sa confiance en l'avenir? C'était un baromètre en 2014 mondial. Le stress est lié à cette notion de confiance. Elle a un coût qui est évalué à 3 millions d'euros par an à cause des burn-out, des gens qui ne vont pas au boulot. Et 3 à 4% du PIB d'un pays industrialisé serait lié à l'absentéisme, au stress. Je reviens du Tchad et tous les jours, je me prenais dans la figure la chance d'être français. Là-bas, clairement, être bienveillant, c'est un luxe. Les gens ne disent pas merci. Voilà, en fait, c'est aimer qui est une nécessité pour s'impliquer et se transcender dans son rapport à sa famille en tout premier et puis ensuite aux autres. Tellement la notion de survie est importante. Donc, le manager bienveillant est-il un idéal dont la vocation est de faire baisser le stress de son équipe, inversement corrélé à la motivation? Notre confrère Philippe Rodet a écrit un livre qui s'appelle « Le management bienveillant » en disant que c'était une nécessité plus que jamais d'être bienveillant quand on est manager et en corrélant en fait le niveau de stress au niveau de bienveillance. Je pense que c'est un constat qui est édifiant de la perte de sens, de la perte d'une volonté de se rendre plus dense, d'augmenter sa résilience individuelle et comme collectif. Mais ensuite, qui souhaiterait être manager, être chef, s'il devait être nécessairement bienveillant? Ça ne se trouve pas sur une étagère, ça ne s'improvise pas. La bienveillance se construit réellement en équipe. Et c'est l'objectif de ce topo d'apporter une structure au travers de quelques points clés d'exercice que je vais dérouler. La bienveillance, c'est bien une notion ambivalente, voire même qui pourrait procurer un stress inadapté à trop vouloir être bienveillant. Il me semble qu'elle se situe entre le respect, qui est un sentiment juste nécessaire pour vivre ensemble, et la volonté de construire ensemble, qui prend la première marche du podium. C'est une étape à franchir pour prendre soin. Prendre soin qui est vraiment d'abord une qualité de présence, et tout d'abord à soi-même, parce que pour donner, il faut avoir, après ensuite à l'autre et au monde. Alors finalement, c'est être, tout simplement. Et ce n'est pas si facile au quotidien.
Et donc, c'est un appel à être proactif, à diriger, c'est-à-dire à donner une direction, à apporter une vision, dont je vous en ai déjà parlé. Et cet appel est fait à toute personne qui intègre un système. Et finalement, c'est ce qu'on appelle le charisme et le leadership. Cet entraînement au quotidien au stress fonde la capacité à gérer l'imprévu, l'inattendu. Dans les armées, seul, on n'est pas grand-chose, on ne peut pas durer. Ça, c'est des images que je ramène du Tchad. La loyauté est même une vertu, elle est inscrite, c'est une obligation, tout autant que le sens de la mission, même si on ne sait pas tout. Un militaire, c'est pas celui, pour reprendre une expression qui avait été citée il y a quelques années, un militaire, c'est pas celui qui se tait et qui exécute. Il est éduqué réellement, et on est tous éduqués à être autonomes, à rendre compte, même quand ça se passe bien, et à suivre une procédure qui n'est pas dogmatique, parce que c'est bien le terrain qui guide toujours. Et que s'enfermer dans une procédure, c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome du bon élève, eh bien, nous empêche de nous ajuster lorsque l'imprévu arrive. Et comme on dit souvent, n'importe quel plan ne résiste pas plus de 5 minutes à la première balle. Et donc, le militaire, lui, s'entraîne constamment à gérer le bon stress qui augmente globalement ses capacités, mais aussi à reconnaître le mauvais stress qui le met en péril, mais aussi en péril ses équipiers et donc sa mission. Et là, nous qui sommes urgentistes, on s'y retrouve pleinement. Avoir confiance en l'autre est bien plus important qu'être bienveillant, car le risque est une prise, c'est une prise de risque en commun pour nos patients. Et finalement, la première personne à manager au quotidien, elle est bien notre patient, après nos équipes. Et est-ce qu'on est des managers si bienveillants envers nos patients? De la même façon pour nos enfants, nos conjoints, nos chefs, autant de terrains de stage qui au quotidien nous permettent de nous aguerrir. Cette illustration permet de faire une courte synthèse où il me semble que l'on confond trop souvent la notion de zone de confort et la notion de sécurité. Et la posture résiliente est peut-être bien de sans cesse chercher à élargir sa zone de confort, où est vraiment l'aventure, pour qu'elle ne se sclérose pas autour de sa zone de sécurité. De donneur d'ordre, le manager devient ressource pour son équipe, puis porteur de sens dans un projet collectif et qui est porté collectivement. Quand je suis arrivé dans nouveau chef, eh ben, c'est comme ça. Au début, je donnais des ordres et puis progressivement, en fait, j'ai pu donner du sens à embarquer tout le monde et puis surtout, l'équipe m'a embarqué. On a réussi à faire un projet enfin, voilà, l'équipe ne s'attendait pas à se retrouver au bout de quelques années là où on en est. Et donc, de chef fragile par nomination, c'est facile d'être chef, il suffit d'être nommé. Eh bien, le chef devient leader par plébiscite. Il ne se transcende pas, finalement, il est transcendé, il est porté par l'équipe. Sur la Covid, combien de chefs de service n'a pas ressenti le fait que s'il dormait les premiers jours avant de se prendre la vague qui devait arriver, au lieu de s'organiser, c'était des morts à la clé. C'était, comme dit Wissam, c'était des traumas, des gens qui n'arrivaient pas à assumer, en fait. Parce qu'on se prenait les mêmes vagues que d'autres s'étaient pris, et en plus avec un grand sentiment d'insécurité. Et donc aussi, la relation hiérarchique avec le temps, elle n'est plus aussi prégnante, elle s'estompe naturellement. Et puis au stade ultime, le groupe s'est décidé en pleine autonomie, même en l'absence du manager, qui est dégagé finalement de l'aspect organisationnel et de la gestion du processus, et qui est plutôt sur cette notion de vision et sur la notion de manœuvre future, qui est si fondamentale à la gestion de crise, et on le voit notamment sur l'attentat. Le gestionnaire global de la crise, il doit surtout avoir les mains vides pour pouvoir avoir cette vision globale et ne pas être focalisé en fait sur des événements. Alors, et donc où on sait qu'il faut rendre compte, où on se rend compte que finalement donner un ordre, c'est peut-être l'expression d'un échec cuisant de management. Et il est toujours impressionnant de rencontrer dans les armées des chefs charismatiques qui sont proches de leurs hommes et capables de prendre de lourdes décisions, engageant la vie de certains. Finalement, se connaître permet aussi d'aller plus loin et plus vite et de pouvoir être beaucoup plus vigilant par rapport à ces autotrahisons et notamment à ces biais émotionnels ou cognitifs influenceurs. Je vous laisse cette lecture-là et pour pouvoir exprimer un leadership personnel qui est une jonction entre la formation, l'intuition, mais aussi le lâcher-prise. Fondamental, repérer et prendre soin de sa zone de sécurité, pas la zone de confort, la zone de sécurité, puisque c'est celle qui va nous permettre de reprendre du souffle. Et parfois, cette zone de sécurité, elle est
très étroite. Et c'est aussi le rôle d'un chef ou le rôle d'un alter ego de pouvoir aider à la personne qui est en difficulté. On dit, d'ailleurs, on parle du corps quand on est militaire, le corps des sapeurs-pompiers, le chef de corps qui dirige, en fait, de pouvoir aller aider et prendre soin de la personne d'un des membres de ce corps qui a des difficultés. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Mais chacun, individuellement, doit s'entraîner à prendre soin de sa zone de sécurité. Sur, par exemple, les attentats de Charlie Hebdo, j'étais chef de la coordination au 18 à Paris. Et en fait, je n'arrivais pas à me mettre dans la situation et à être pleinement efficace tant que je n'ai pas pris 15 secondes pour faire un SMS à ma femme et pour lui dire, parce qu'il y avait plein de faux départs, voilà, n'amène pas les enfants au judo, reste à la maison. Et à partir de ce moment-là, j'avais pris soin de ma zone de sécurité et j'étais en pleine action et j'étais complètement à fond dans la gestion de crise. Alors ça aussi, donc ça importe de se préparer et donc d'avoir une hygiène de vie, de travailler ses comportements, de préserver ses capacités cognitives et puis aussi de pouvoir au quotidien être s'entraîner, s'éduquer à la confiance, mais aussi à l'espérance. L'espérance, c'est différent de l'espoir. L'espoir, c'est je pense qu'il y a quelque chose derrière la crise. L'espérance, c'est je prends la crise comme une opportunité. C'est le weiji, en fait, qui est le weiji, qui est la crise en mandarin, qui est le temps du danger, mais aussi le temps de l'opportunité. Et donc, l'espérance, c'est je suis déjà derrière la porte avec des solutions et je suis même déjà en train de faire vivre les solutions en fait, qui arriveront bientôt. Alors, finalement, le bonheur, c'est aussi arriver à cette cohérence au quotidien et donc cette hygiène de vie, d'ajuster les trois curseurs qui sont ce que je suis, ce que je pense être et ce que les autres me demandent d'être. Et ça, ces trois curseurs, en fait, sont difficiles, mais on n'a pas suffisamment d'une vie pour arriver à bien les ajuster. Le Thomas More Institute, Leadership Institute, c'est une formation en fait, qu'ils font soit dans le monde professionnel ou dans le monde privé, parle aussi de leadership intégral. Et vous voyez en fait qu'il y a une roue qui est assez intéressante, où il y a cette notion en fait, de cohérence entre la vie intérieure, la vie interne, l'intimité, et puis ce désir de vivre les choses ensemble avec les autres, avec un ancrage vraiment dans le réel, et finalement une procédure qualité personnelle qui permet cette transcendance, cette bienveillance, cette espérance au quotidien. Alors, il faut aussi connaître son équipe et ses partenaires. Donc ça, c'est des points clés que je vais dérouler assez vite pour pouvoir… donc, il faut aller à la rencontre. Hein, je parlais de cette rencontre au départ. Bien sûr, pouvoir développer cette intelligence collective qui fait partie du monde. Et donc, ça veut dire ne pas avoir peur de la complexité. Edgar Morin parle de la reliance de la complexité et la qui vient de complexus, et complexus, c'est qui est relié ensemble, c'est-à-dire dans un cercle harmonieux et qui est autonome. C'est pas, donc, ça fait partie du monde, cette complexité, il faut réellement pouvoir la vivre avec et ne pas en avoir peur. Et donc, savoir donc aussi, au quotidien, voir les justes résistances, les vrais combats. Je pense souvent, quand j'arrive avec un conflit où on a des différences de point de vue, et ben je dessine un 6 et je leur dis, ben voilà, toi tu vois un 9, on voit un 6, il faut qu'on arrive à réunir nos différences de point de vue comme une opportunité et puis aussi, de temps en temps, savoir s'effacer. C'est aussi l'humilité du chef, de savoir s'effacer pour que cette tectonique des plaques puisse jouer dans une équipe et que certains puissent exprimer vraiment leur force pendant que d'autres vont pouvoir les soutenir en fait dans l'expression de cette force-là. Voilà, on peut vraiment digresser à volonté sur la technique des plaques dans la gestion d'une équipe. Et je parlais de cette humilité, d'une expertise en pleine conscience. Réellement, l'expertise, on ne se déclare pas expert. C'est vraiment l'équipe. L'expertise, c'est donner quelque chose que l'autre n'a pas. Donc, l'autre va vous mettre en position d'expert un moment, mais c'est une expertise en fait qui est très éphémère et qui nous est confiée. En tout cas, qui rend très humble et qui doit se cultiver. Avec 3 axes pour manager et qui fait que tous, nous sommes managers, c'est l'autorité, le sens et l'accompagnement. Et on va voir que la notion d'autorité aussi, bien l'assimiler au quotidien, nous permet d'aller manager l'autre de façon positive, proactive. Mais c'est aussi dire non à l'assertivité.
L'assertivité, c'est pour avoir un rapport qui est toujours gagnant-gagnant, qui a un état de maturité, qui se refuse d'avoir recours à 3 comportements qui ont des effets négatifs. C'est l'agression, la soumission et la dominance par la ruse, c'est-à-dire la manipulation. Et donc, voilà, par exemple, voilà, donc c'est, par exemple, moi, je ne reçois jamais un des membres de mon équipe sans relire finalement, par exemple, pour l'engueuler ou pour lui donner une mission, sans relire sur les 3 racines de l'autorité, c'est auctor, auxilium et auctoritas, qui produit, qui aide et qui fait prendre de la hauteur. Et c'est jamais ce gif que je vous ai mis au départ, celui qui gueule sur les autres, qui va faire peur à tout le monde. Et si je reçois quelqu'un en étant dans cet esprit-là, c'est-à-dire que je n'ai pas ces 3 axes dans mon propos, eh ben, je préfère ne pas le recevoir tant que je n'ai pas trouvé de solution pour arriver à en sortir gagnant-gagnant. Il y a aussi cette notion aussi très rapidement sur la génération X et Y. Il faut vraiment s'y intéresser. Où la génération X était plutôt sur une valorisation financière ou de carrière, d'une progression, alors que la génération Y c'est beaucoup plus ancré dans cette soif du sens et du fait d'être utile, où le juste, notamment au niveau financier, gagner juste assez est suffisant et on va chercher ailleurs une expérience de vie. Et le Boson Project qui a été créé, je vous invite vraiment à lire le travail, ce sont des RH qui sont trentenaires maintenant, qui sont quarantenaires. On interrogé 10 000 jeunes trentenaires pour savoir qu'est-ce que c'était qu'un leader. C'est arrivé à un good guy, ça veut dire plein de choses, pas grand-chose, mais surtout il y avait cette notion d'empathie, de souffrir avec, de pouvoir s'intéresser à l'autre, finalement la qualité de présence. Et puis il y avait la notion de transparence et de cohérence qui arrivait derrière, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire les choses et de pouvoir dire aussi accepter ses fragilités. Finalement, voilà, je n'ai pas toutes les compétences, bien sûr je ne les ai pas, mais je suis le seul à avoir une vision globale de la chose, mais par contre, je vais arriver à pouvoir récupérer ce que veut la base pour en faire un projet collectif en cohérence avec ce que veut en fait finalement les chefs et le système. Et finalement, l'exercice de la solitude du manager, du leader, elle est toujours là. Mais elle n'est pas dans « j'assume tout », elle est dans j'ai cette vision globale et j'essaye de rendre cohérent les envies des uns et des autres dans un tout collectif et dans un projet collectif. Il faut connaître son sujet de toutes les façons et il faut se former au management. Et finalement, moi, j'ai eu 2 formations de management et j'ai appris en fait qu'il y avait plein d'outils qui nous permettaient de mieux gérer au quotidien son équipe. C'est des exemples, hein. Ça reste un métier à part entière. Finalement, c'est peut-être, il y a certainement que de rares endroits où manager des organisations, des systèmes ont des impacts directs sur des vies humaines. Et nous, les médecins, finalement, on est rarement formés, on n'est pas formés, c'est nous-mêmes qui allons chercher cette formation-là. Comme si être médecin ouvrait à toutes les compétences. Et la culture de la qualité dans l'aéronautique nous apprend à ajuster la bonne tension, le bon stress dans la durée, individuellement ou en équipe, autant au quotidien qu'en temps de crise. La prise en charge, par exemple, d'un patient en situation de critique somatique ou psychique, de système de santé comme un service des urgences, un hôpital, comporte de vraies similitudes avec le modèle aéronautique de gestion de crise et on a beaucoup à apprendre en fait de cette culture de l'humain et du facteur humain ou en aéronautique qui sont tous formés à ça. Alors aussi apprendre à coordonner, c'est bien sûr se donner cette ambition d'une fierté dans l'autonomie, dans cette subsidiarité qui fait qui est tout simplement dire que le plus petit échelon, quand il sait faire, eh ben on lui laisse faire. Ça permet de sauvegarder de la ressource et de permettre notamment dans les situations de sanitaire exceptionnelles, comme on a vécu par exemple en 2015, de pouvoir garder de la ressource alors qu'il n'y en a quasiment pas, et voire pas du tout dans les premiers instants, pour pouvoir gérer le chaos et permettre un avenir. Alors il faut consolider, anticiper, se former, s'entraîner. Ça impose de travailler les compétences organisationnelles. Par exemple, les certifications sont des opportunités pour travailler en fait globalement et collectivement la culture collective de la sécurité. Il y a la compétence technique au quotidien, la compétence émotionnelle aussi, qui s'acquiert avec une distanciation de soi, de son expérience. Donc ça, c'est l'abandon, le travail de l'abandon et l'humilité.
Les RH actuellement recherchent plus des gens qui ont une intelligence émotionnelle que des gens qui ont une intelligence littéraire, de culture, cognitive. Voilà, cette capacité de s'insérer dans un groupe. Et ça permet en fait de se co-construire, avoir un raisonnement partagé, interdisciplinaire, voire même la notion supérieure qui est la transdisciplinarité, une notion qui est extraordinaire, qui apporte beaucoup de maturité. C'est-à-dire finalement, on n'est pas le centre du monde, on fait partie du monde. Et donc, encore une fois, ça nous permet d'être très humble par rapport à notre posture. On est un maillon. Communauté aussi, et cette culture de sécurité qu'il faut apprendre à mettre dans nos équipes et qui est difficile parce qu'elle prend du temps, mais elle fait gagner énormément de temps à posteriori. Voilà, alors le manager bienveillant, on va dire, le leadership, c'est finalement arriver à mettre en mouvement énergie et synergie entre l'autorité, le temps, l'intelligence et toujours avec cette notion de complexité dont il ne faut pas avoir peur. Réellement, le chef doit arriver à valider. Le terrain commande, la réflexion consolide. On a bien vu, par exemple, là, c'est un petit peu un résumé de nos actions, moi, sur l'hôpital, que vous avez tous vécu, ou beaucoup ont vécu, où en fait, on est parti un petit peu dans tous les sens et en même temps, il fallait fixer de nouveaux repères, même parfois très frustres initialement, mais on pouvait se retrouver et pouvoir du coup aussi pouvoir s'extirper et se retrouver en fait en sécurité chez soi, le temps en fait pour pouvoir se ressourcer et pouvoir revenir alors que le système évoluait assez vite. Et donc en se mettant à distance de certains stress inutiles. Parce que finalement, nous en tant que soignants, notamment dans les crises du quotidien, un patient où ça s'accélère aux urgences, impossible est un mot qui n'existe pas. Et renvoyer impossible est impossible à renvoyer au patient et parfois au système en crise. Il faut s'ajuster et donc il faut répondre toujours à des possibles. Et donc cette hygiène, tous ces éléments-là sont fondamentaux. Je les résume sous ces 5 C, connaître, consolider, co-construire, communiquer et la culture de la sécurité, qui de toutes les façons fait qu'un manager, celui qui manage un système, s'engage à la bienveillance au quotidien et à l'imprévu. Il faut changer de gouvernance. Le leadership, le top-down, celui qui dit et les autres exécutent, et le bottom-up, peuvent toujours s'exprimer, ne sont pas ambivalents, ne vont pas l'un contre l'autre. Le manager est le nœud qui est au milieu et il passe les pouvoirs entre les pouvoirs. Lorsqu'on est en temps de crise, le top-down s'installe, les systèmes se rigidifient pour être beaucoup plus fins, pour être beaucoup plus performants en fait dans la crise, mais parce que chacun sait qu'il va pouvoir débriefer, il va pouvoir faire remonter en fait les éléments parce qu'au quotidien, il travaille sur un bottom-up qui est beaucoup plus en réseau. Donc, réconcilier le leadership individuel avec le leadership collectif, c'est un fondamental pour être et ensemble. Voilà, merci beaucoup. Parfait. On va laisser la suite pour la table ronde. Moi, je suis fan de ta philosophie. Je vous réserve plein de questions à tous les deux. Je vais introduire maintenant Marion Douplat, qui est médecin urgentiste et adjoint chef aux urgences du CHU Lyon-Sud. Je te demande de départager ton écran, Hugues, pour que Marion puisse partager le sien. Marion, à toi. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, il faut que tu mettes, tu lances le diaporama, qu'on la voit en plein écran. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc, Marion Douplat, donc j'exerce au CHU de Lyon-Sud. Je remercie Carlos de m'avoir invité sur cette session du Printemps de médecine d'urgence et on va aborder la place de la médiation dans la gestion de la violence aux urgences. Vaste sujet que je pense vous connaissez tous. J'ai plusieurs conflits d'intérêts, notamment dans le cadre d'une étude que je vais présenter après. Voilà. Alors, la violence en milieu hospitalier, donc plusieurs définitions. Elle peut se décliner sous forme d'agression physique, sous forme de coups, d'agression verbale, des insultes, mais également des agressions psychologiques, telles que des menaces, un sentiment d'insécurité ou encore des agressions matérielles. Alors, c'est dans les années
C'est dans les années 2000 qu'il y a une réelle prise de conscience de l'augmentation du nombre des incivilités et de la violence à l'hôpital. Mais surtout, en fait, ce qui est ressorti, c'est le sentiment d'insécurité que pouvaient ressentir les soignants dans ces situations et qui était très éprouvante. Et il y a eu notamment l'assassinat de 2 soignants en milieu psychiatrique en 2004 à Pau, qui a été un vrai déclencheur, on va dire, au niveau des services, au niveau du gouvernement. Et il y a eu la création de l'Observatoire national des violences en milieu hospitalier, l'ONVH, en 2005, qui s'est transformé en ONVS en 2012. Donc, l'Observatoire national des violences en milieu de la santé et qui regroupe tous les établissements de santé cette fois-ci. Alors, l'ONVS distingue plusieurs types de situations d'atteinte, les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens. Alors, je reviens, pardon. Alors, concernant les atteintes aux personnes, je vais juste les détailler un peu rapidement. Ça va d'un niveau 1 à un niveau 4, avec les niveaux 1 qui partent des injures et des insultes, les niveaux 2 qui deviennent des menaces d'atteinte à l'intégrité physique, le niveau 3 sont des violences volontaires, menaces avec armes, et niveau 4, on est vraiment dans la violence avec armes. Cette classification reprend notamment celle du Code pénal. Et puis, il y a les situations d'atteinte aux biens, cette fois sur 3 niveaux, qui vont du vol sans effraction, dégradation légère, du vol avec effraction à la dégradation ou destruction de matériel de valeur. Donc, ces 2 classifications ont vocation à représenter l'ensemble des violences qui peuvent être faites au sein des établissements de santé. Alors, l'ONVS, en 2020, a recensé 26 060 atteintes aux personnes et aux biens, qui en fait, séparent majoritairement sur les atteintes aux personnes, dans 80% des cas, et puis minoritairement pour les atteintes aux biens. Il y a quand même des atteintes, alors ce qu'on appelle les TPN, hein, qui sont les atteintes liées à des troubles psychiques ou neuropsychiques, donc qui concernent les patients atteints de pathologies telles que la démence ou les pathologies psychiatriques qui favorisent la violence, donc qui sont effectivement… Vous m'entendez toujours? Oui. Oui, d'accord. Donc voilà pour le rapport en 2020 en tout cas. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les services d'urgence sont le deuxième service les plus exposés après la psychiatrie. Et c'est stable depuis les dernières années en tout cas. Il y a même une tendance à la hausse, alors qu'en secteur psychiatrique, on voit plutôt une diminution. Mais en tout cas, on voit que les urgences sont fortement exposées en termes de violence. Alors, si on regarde un peu plus en détail quel type de violence il y a aux urgences, c'est principalement des niveaux 3 et des niveaux 1. Et quand on rentre encore dans la granularité, concernant les niveaux 1, c'est majoritairement des injures et des insultes, plus secondairement des occupations de locaux. Concernant les niveaux 2, des menaces physiques de manière majoritaire, puis des menaces de mort. Et enfin, sur les niveaux 3, des violences volontaires. Alors, après ce constat accablant, finalement, quels sont les facteurs finalement qui favorisent ces violences? Alors, il y a plusieurs types de facteurs. Alors, on peut distinguer des facteurs organisationnels et le point qui ressort de manière très importante, c'est l'attente aux urgences, avec de manière aussi un peu secondaire, mais fortement liée, la gestion des flux et la gestion de la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique. C'est plutôt la non-gestion de la douleur qui est un facteur de violence. Il y a également des facteurs humains, avec notamment des problèmes de communication entre les patients, les soignants et les familles. La précarité, avec tous les problèmes de communication, de barrières de langue qui peuvent engendrer de l'incompréhension et de la violence. Les pathologies psychiatriques, on l'a vu, qui sont un peu à part mais qu'il faut intégrer, ou encore les intoxications. Et puis, il y a aussi les facteurs architecturaux qu'on retrouve, des locaux mal agencés, des locaux trop exigus, des zones d'attente pas organisées et des problèmes de signalétique.
effectivement, un mauvais cheminement, des mauvaises indications, un parcours pas très clair peut engendrer effectivement du stress et de la violence derrière. Alors, juste un petit focus sur la perception du temps aux urgences. Je pense que c'est quelque chose qu'en tant qu'urgentiste, on a tous notion, mais qui est toujours important de rappeler cette distorsion qu'on a du temps entre vraiment le temps de l'attente pour le patient et ce temps qui va se dilater vraiment de manière très importante, et à l'inverse, le temps de l'urgence extrêmement condensé en tant que soignant, où l'urgentiste raisonne à la minute, avec vraiment toute finalement de pathologies, que ce soit le Chinese brain, la golden hour de sepsis, où on raisonne vraiment dans un laps de temps très court. Et cette opposition des deux temps est source d'incompréhension et également de montée de violence dans les services d'urgence. Alors face à ça, quelle solution on a? On a plusieurs attitudes. On a des mesures coercitives et des mesures plus pédagogiques. Donc, on a des mesures plus coercitives comme la vidéosurveillance ou encore des agents de sécurité, peut-être que vous avez dans vos services, ou la sécurisation des services d'urgence, les accès badgés, fermés, contrôlés, tout ça dans le but de limiter effectivement les intrusions, les interruptions. Et puis, il y a des approches plus pédagogiques comme la formation des professionnels à la gestion de la violence. Et il y a également la médiation, qui peut être une solution pour la violence. Et c'est ce que je vais vous développer après. Alors, la médiation, qu'est-ce que c'est? La médiation elle a pour but, par la restauration d'une communication éthique, de restaurer ou d'instaurer un climat de confiance et d'apaisement, donc au sein des services, au sein de l'institution hospitalière, et à vocation de permettre une meilleure prise en charge des malades et un mieux-être des gens qui y travaillent, qui est une finalité importante. Alors, dans ce cadre-là, je vais vous présenter l'étude MEDIA. L'étude MEDIA, c'est une étude qu'on a fait il y a un an et demi dans nos services d'urgence, dont l'objectif principal était d'évaluer l'impact de la présence d'un médiateur sur les atteintes à la personne, qu'elles soient verbales ou physiques, à l'encontre des professionnels qui travaillent aux urgences, qu'ils soient soignants, donc médecins, infirmières, aides-soignants et personnel administratif. C'est une étude qui était randomisée en cluster, en crossover dans 4 services d'urgence. Et il y a une alternance de périodes d'intervention de 2 mois avec des médiateurs et de périodes de contrôle de 2 mois sans médiateur. Médiateur qui était présent de midi à 21 h, en semaine uniquement, pas les week-ends et ni pendant les périodes de vacances. L'étude a duré 1 an et le critère principal était la réduction des incivilités déclarées par les professionnels. En critère secondaire, c'était le vécu des patients par rapport à l'implémentation d'un médiateur et le vécu des soignants. Donc, les 4 sites étaient les 2 pavillons de Édouard Herriot, le service des urgences de la Croix-Rousse et le service des urgences de Lyon-Sud. Les périodes bleues correspondent aux périodes avec médiateur et les blanches sans médiateur. Donc, il y a eu 6 périodes au total pour chaque service, avec un total autour de 101 000 passages sur la période de l'étude. Et les soignants devaient déclarer les incivilités qui pouvaient aller d'un niveau 1, qui était effectivement des demandes, l'occupation de locaux inappropriés, du bruit, des incivilités, jusqu'à un niveau 4 qui était effectivement des violences volontaires ou des atteintes aux biens, qui reprenaient les classifications qu'on a vues tout à l'heure. Alors, les résultats, il y a eu 1365 interventions rapportées, ce qui faisait une moyenne de 3 interventions par jour et par médiateur. Et les interventions ont été majoritairement sur des demandes d'informations sur les soins et des demandes d'informations sur le temps d'attente. C'était les 2 points majeurs, en tout cas, pour lesquels les médiateurs étaient sollicités. Il y a également des demandes sur l'orientation dans le service à l'hôpital, la réponse à un mécontentement sur le temps d'attente, on y revient, ou une insatisfaction d'ordre général. Et si on regarde vraiment les conflits, finalement, la gestion d'un conflit en direct, finalement, c'était que pour 5% des interventions, donc de manière très minoritaire. Alors, quand on regarde en détail les incivilités, principalement les incivilités, c'était des niveaux 1, et puis des niveaux 2, un peu moins des niveaux 3 et vraiment de manière minoritaire niveau 4. C'est principalement des infirmiers qui ont déclaré les incivilités. Ce
qui est intéressant de noter, c'est que le lieu majoritaire des incivilités était l'accueil, que ça soit à la fois dans la période contrôle ou dans la période intervention, donc une concentration quand même des problèmes dès l'arrivée, et puis secondairement dans les couloirs. Et les auteurs des incivilités étaient en majorité les patients, et les accompagnants, c'était dans 20% des cas. Alors, concernant le résultat, sur le critère principal, on n'a pas montré de différence de fréquence des incivilités pendant la période intervention et pendant la période contrôle. Vous verrez quand même qu'il n'y a que 0,34% finalement d'incivilités rapportées au nombre de passages, donc ce qui fait quand même un taux assez bas. Concernant le critère secondaire, par contre, les échanges ont été très utiles avec le médiateur, ce qui a été rapporté pour près de 76% des patients. Et dans 23% des situations, le sujet des échanges était le temps d'attente. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude aussi, c'est de regarder le point de vue des professionnels vis-à-vis en fait, de la présence de ces médiateurs. Et il ressort plusieurs points. Tout d'abord, c'est que l'ensemble des professionnels avaient une méconnaissance du processus de médiation. Ils ne connaissaient pas finalement le rôle de médiateur. Ils y associaient souvent la mission du médiateur à celle de l'information. Même si certains, c'est ce que j'ai mis en dessous entre parenthèses, ont regretté cela dans le sens où ils estimaient que c'était de leur mission d'assurer en fait cette mission d'information, mais qu'ils n'arrivaient pas à le faire au regard de leurs conditions de travail. Ils identifiaient également les médiateurs en mission de prévention de conflits, comme quelqu'un qui était très actif et mobile au sein du service, donc qui pouvait naviguer, qui avait une certaine autonomie pour aller voir de lui-même les patients ou les soignants. Et ils ont vu, on y revient, une concurrence en rapport avec les tâches communicationnelles et relationnelles, et également une concurrence avec les missions des agents de sécurité et de prévention. Alors, du coup, un constat un peu mitigé finalement sur la réduction des violences dans cette étude. Alors, c'est la première étude qui visait à évaluer l'intervention d'un médiateur dans les services d'urgence. Effectivement, il n'y a pas de réel impact. On voit que les incivilités sont majoritairement de niveau 1. Il y a potentiellement quand même plusieurs biais. D'abord, la sous-déclaration, effectivement, qui est un problème qui est souvent relaté dans la littérature, effectivement, de la part des professionnels qui, effectivement, ne déclarent pas assez les incivilités. Et puis aussi également un biais différentiel, parce que rien que le fait aussi qu'il y ait pu avoir des médiateurs et puis des fois faire penser aux professionnels de notifier les agressions vécues. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que les médiateurs, eux, ont constaté qu'il y avait des incivilités qui n'étaient pas déclarées parce qu'elles n'étaient pas perçues comme telles par les soignants. Donc, un phénomène un peu d'habitude sur des incivilités, alors que les médiateurs, eux, en tout cas, les analysaient comme des réelles incivilités. Donc, un problème d'interprétation, notamment sur le niveau d'incivilité. Alors, dans la littérature, on trouve des programmes plus complexes qui ont été mis en place pour essayer de réduire la violence, notamment des programmes qui associent la formation des professionnels et les procédures de service avec l'idée de changer un peu l'environnement, mais qui n'ont pas montré d'effet non plus sur la réduction de la violence. Alors, finalement, il y a un autre effet bénéfique du médiateur qui ressort de manière très importante dans cette étude, c'est un effet pour le patient en termes d'information. Et on voit bien que la majeure partie, plus grande demande des patients, c'était l'information. Et finalement, face à des soignants qui n'arrivent plus à informer les patients, du fait des contraintes de temps, de flux dans les services d'urgence, le médiateur est un vrai soutien. Et c'est le même constat qui a été fait à Marseille, où à Marseille, l'implantation des médiateurs est quand même bien en place depuis une dizaine d'années, où effectivement ces médiateurs ont un rôle majeur à la fois pour les patients et notamment dans le rôle d'information sur l'organisation du service. Enfin, un dernier point qui me paraissait important, c'est de relater les paroles des médiateurs, puisqu'il y a eu 4 médiateurs qui ont été recrutés dans le cadre de cette étude, et ils ont eu finalement un regard un peu distant de ce qui se passait dans nos services d'urgence, parce qu'eux, ils arrivaient, ils ne connaissaient pas, en l'occurrence, aucun ne connaissait le milieu des urgences. Et voilà, ils ont des phrases qui sont intéressantes, qu'ils ont dit. Alors, ils ont dit, voilà, le temps est le maître mot dans un service d'urgence. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Les propos qu'une infirmière avait relatés, on m'oblige à être ce que je ne veux pas être. En l'occurrence, elles allusion au fait de l'impression de devenir un robot et de plus être dans le technique et de plus avoir le temps d'informer les patients, d'être dans la communication.
Un patient qui avait effectivement relaté, si vous aviez été là et m'aviez parlé comme cela, je ne pense pas qu'ils auraient eu besoin de contention avec moi. Et les médiateurs qui s'interrogeaient, voilà, faut-il du temps pour sourire, pour échanger quelques paroles avec un patient? Être soignant, c'est une vocation, c'est un don de soi. Comment retrouver cette motivation? Ils faisaient le constat aussi, voilà, de l'épuisement des soignants. Et puis à l'inverse aussi, j'ai rencontré des professionnels lumineux qui se surpassent au-delà des difficultés de leur pratique, ainsi que des patients respectueux. Donc, on voit bien qu'effectivement, la part du professionnel est très importante là-dedans. Et ces paroles de médiateur me paraissaient importantes à vous relater en tout cas. Donc, en conclusion, je pense que la prévention de la violence, en tout cas, c'est un enjeu majeur dans nos services d'urgence. Le médiateur, même si voilà, les études ne sont pas concluantes, mais en termes de réduction de violence, mais je pense qu'on l'a montré, a un rôle vraiment central dans la communication avec le patient, dont l'effet, bon, effectivement, reste à montrer sur la réduction de la violence. Mais je pense qu'avant tout, chaque professionnel doit avoir une réflexion sur sa pratique et sa communication, qui est, à mon avis, le premier pas vers la prévention de la violence dans les services d'urgence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marion. C'était top. Je te laisse départager ton écran et je propose à Hugues, à Wissam, à Abdès à activer vidéo et audio pour répondre aux questions. Très bien. Alors, merci à tous les trois. J'ai plein de questions. Marion, puisque tu as été la dernière à parler, moi, je m'interroge. Créer des postes de médiateurs, est-ce que pour nous, une avancée ou plutôt un aveu d'échec? Alors, c'est une vaste question et je pense que le débat, effectivement, est entier. Quand on en discute, cette étude a fait beaucoup discuter dans les services en disant, effectivement, les professionnels, en disant, mais si on met des médiateurs, c'est qu'on n'est plus capable de le faire, c'est un échec. Et comme tu dis, voilà. Et alors, moi, sincèrement, je ne pense pas que ça soit un échec. Je ne le perçois pas comme ça. J'ai connu des services d'urgence, notamment à Grenoble. Alors, je ne sais pas qu'on a des Grenoblois là ce matin, et à Marseille, où les médiateurs étaient déjà implantés. Et quand je suis arrivée à Lyon, il n'y avait pas de médiateurs. Et j'ai trouvé ça très difficile de ne plus avoir ces médiateurs. Et pour moi, ils sont complémentaires de nous parce qu'ils ne peuvent pas délivrer toutes les informations. Ils ne peuvent pas délivrer notamment des informations médicales précises. Mais par contre, ils ont un vrai rôle, je trouve, dans l'accompagnement du patient, du parcours, du début à sa sortie. Et pour moi, c'est vraiment complémentaire. J'y vois pas, je ne pense pas que le soignant puisse être, on voit bien nos flux, on est tous contraints actuellement, voilà. Vous connaissez tous les situations, et accompagner un patient, donner de l'information de manière très rapprochée à un patient tout au long de son parcours qui va rester 6 heures, 7 heures, 8 heures, c'est extrêmement compliqué. Vraiment, les médiateurs, c'est une source d'apaisement dans les services d'urgence. Nous, on va déposer un dossier d'activité nouvelle à Lyon Sud, là, donc je ne sais pas s'il va passer. Mais en tout cas, depuis que moi, je suis revenue à Lyon, Véronique Petinel, c'est bien, c'est un de mes dossiers pour lequel je vais vraiment m'acharner à avoir ces médiateurs aux urgences. Et je pense que c'est complémentaire, ce n'est pas une concurrence. Donc, ce n'est pas un aveu d'échec. D'autant que c'est vrai que c'est remarquable parce que nos hôpitaux ont beaucoup de mal à créer des postes de non-soignants. Tu vois, agents d'accueil, vigiles aux urgences, agents de sécurité, etc. Ils ne sont pas considérés rentables parce qu'ils n'ont pas d'activité clinique qui est la seule source de revenus pour un hôpital. Abdès? Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. En fait, on voit bien que finalement l'agressivité, elle vient aussi du fait que dans nos services d'urgence, on a un système archaïque où des patients et des familles attendent pendant des heures sans nouvelles. Et c'est vrai qu'il y a une distorsion du temps. Tu l'as très très bien dit dans ta présentation, Marion. En fait, où l'urgentiste, il a l'impression et les infirmières pareil, de tout donner et de pas avoir le temps, et que de l'autre côté, les gens attendent quand même des heures. Et ça, c'est la réalité. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en retard aussi sur le fonctionnement de nos hôpitaux par rapport à
une société qui va plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commande un colis, on sait exactement heure par heure où il est. Et par contre, dès qu'on pose un patient aux urgences, on le perd de vue pendant des heures sans avoir de nouvelles, sans rien savoir. Est-ce que finalement des systèmes d'aide, d'application qui pourraient donner de l'information aux familles seraient pas aussi, en fait, aideraient à baisser cette agressivité? Oui, complètement. Alors, effectivement, nous, dans le cadre du projet, alors Boréal, peut-être que certains connaîtront, on en a déjà parlé, hein, mais de rénovation des urgences à l'horizon 2025, on développe une application, et l'application Innovli, qui va permettre que le patient ait l'information de son parcours en temps réel. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, je trouve qu'on a un vrai retard. Aujourd'hui, on suit son colis heure par heure, minute par minute qui arrive chez soi, et on ne peut pas suivre nos patients dans nos services. Donc, effectivement, on a un vrai retard, je pense, en tout cas là-dessus. Je regarde les questions en même temps, parce qu'on demande comment étaient recrutés les médiateurs pour cette étude. Alors, c'est une question intéressante, parce que dans cette étude, les médiateurs, en fait, avaient été issus du master de la médiation à Lyon, qui est un master particulier qui existe, qui est à l'université, alors je ne sais plus laquelle, c'est Lyon 1, et ils avaient fait ce master de médiation sur vraiment la gestion de la violence. Mais quand on regarde sur d'autres sites, Grenoble, Marseille, ils n'ont pas ces formations-là. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément… Alors, il y a plusieurs types de profils. Il y a des anciens soignants en reconversion, principalement des aides-soignants, qui sont en reconversion et qui rentrent dans ces postes-là. Et puis, il y a d'autres profils, notamment qui sont recrutés via des associations à Marseille, des associations dans la médiation, et qui ont des expériences terrain dans d'autres domaines de la santé, et qui, après, intègrent les services d'urgence, en l'occurrence. Ils sont rémunérés par les services d'urgence, par les hôpitaux. Oui, alors il y a différents moyens de rémunération. Il y a des aides. J'ai vu qu'à Marseille, effectivement, il y avait des aides de la région avec des contrats jeunes sur ces postes-là. Et dans d'autres endroits, c'est financé par les hôpitaux. En fait, il y a plusieurs sources de financement. Il y a un sujet qui me tient fort à cœur, c'est le patient partenaire et le patient expert. Et c'est vrai que dans les urgences, on n'est pas dans une temporalité, on a une temporalité courte. Je crois qu'un passage aux urgences, c'est une fois tous les 3 ans à peu près dans la population. Donc c'est vrai que c'est pas là où on fait de l'éducation. Et c'est aussi pas là forcément où on peut recruter des patients experts qui arrivent à se mettre à distance de leur expérience de l'urgence, contrairement en cancéro ou dans des maladies chroniques. Et probablement que ça peut être une piste en fait pour essayer aussi même chose d'innover sur la participation des patients des anciens patients à essayer de faire que l'expérience soit meilleure aux urgences. Voilà. Mais ça implique en effet qu'il y ait toujours cette valorisation derrière parce qu'on ne peut pas tout faire au bénévolat, quoi. Wissam, tu as parlé de fatigue compassionnelle. Moi qui ai très mal vécu les applaudissements, je trouvais qu'ils n'avaient pas lieu d'être parce qu'on faisait notre métier finalement. Est-ce qu'ils ne sont pas venus exacerber cette fatigue compassionnelle, d'autant plus qu'on a été sevré très vite? Oui, je pense que c'est plutôt l'effet sevrage qui est un peu étonnant parce qu'il y avait un peu un effet de nouveauté, tout le monde a senti un engouement qui était, non, je pense qu'il était globalement plutôt apprécié par les soignants. Toi, c'est peut-être ton sens du devoir qui faisait que tu trouvais que c'était normal et qu'il n'y avait pas besoin d'applaudissements. Mais je pense que la majorité des soignants ont bien apprécié. Ça a été un peu plus dur depuis que ça a complètement cessé, et alors que finalement, la période la plus dure, c'est quand ça a cessé, un peu ces applaudissements. C'est jamais la première période des crises qui est difficile à supporter. C'est souvent quand ça reste dans la durée. Et on voit bien que finalement, même la société dans son ensemble a eu du mal à résister à cet effet durée. Et nous, il faut qu'on sache rester dans la durée. Et je dirais que même on aura les effets Covid après vraiment la clôture de la Covid. C'est comme le retour un peu du militaire de la zone de guerre. Une fois qu'il est en période de tranquillité absolue, c'est là qu'émerge, qu'on fait le bilan un peu sur ce qui vient de se passer.
À ce propos, Wissam, moi, je me posais deux questions. Est-ce qu'on a une idée de la proportion des soignants qui ont été atteints d'un stress post-traumatique? Est-ce qu'on a une idée? Et deuxièmement, sur ce stress post-traumatique à plus long terme, est-ce qu'on a une idée de comment ça peut évoluer et pendant combien de temps ça peut durer? Alors, on n'a pas de données épidémiologiques à proprement parler solides, mais on sait que c'est plus de 2 fois le risque en population générale. Donc, si tu veux, on est plutôt, au lieu d'être à 6, 7, 8%, on est plus autour de 16 à 20% selon les études, après selon le niveau d'exposition, selon le contexte. Alors, comment ça peut évoluer? Ce qui est important, et ça rejoint un peu ce que disait Hugues, c'est très important de les réactions initiales de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le côté soutien, les réactions des pairs, des autres personnels soignants, tout ce qui est solidarité, tout ce qui est soutien précoce vient comme des facteurs protecteurs. Et ces facteurs protecteurs peuvent éviter que les choses se chronicisent, restent dans la durée. Si les gens s'isolent, s'ils n'en parlent pas, s'ils demandent de l'aide, c'est là où on a le risque de complexifier les choses avec parfois des addictions, parfois des dépressions, et parfois, ce que j'ai observé aussi, c'est des gens qui ont déjà changé de métier ou décidé de changer de métier. Et donc, c'est quand même des conséquences pas négligeables. Moi, j'ai vu des internes, j'ai vu des étudiants, des infirmiers qui maintenant ont déjà décidé de changer de métier. Donc, c'est pas négligeable. C'est une façon de s'adapter, mais le stress post-traumatique peut créer un évitement massif et qui peut avoir des conséquences importantes sur la vie personnelle et sur la vie professionnelle. Hugues, j'ai noté que, bon, c'est naturel, dans ton topo, tu as utilisé beaucoup de termes militaires. Tu as parlé de vrais combats, de juste résistance, de la base, du chef, du terrain. Tu n'as pas parlé du manque de discipline dans notre métier, avec aussi une organisation en tuyau d'orgue où les infirmiers ne dépendent pas des médecins, où les médecins ne dépendent pas de la direction, du moins à l'hôpital public, où ils sont nommés par arrêté pour les praticiens hospitaliers. Est-ce que tout ça ne participe pas aussi à la vision que nous avons du chef? Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a une différence que j'observe depuis que je suis militaire il y a une différence entre le système public, enfin le système militaire et non militaire. C'est que dans le système militaire, la hiérarchie, elle est établie. Elle existe et on a des grades, ils sont affichés et c'est clair, c'est tout à fait clair. Et du coup, en fait, c'est une expression beaucoup plus simple et beaucoup plus souple lorsqu'on a besoin de recadrer les choses. Et donc, dans le management, c'est peut-être beaucoup plus facile parce que les choses sont bien en place. Alors que dans le système public, finalement, on se sent beaucoup plus libre vis-à-vis de sa hiérarchie. Et d'autant plus quand, nous on parle des systèmes en silo, d'autant plus quand le notateur, c'est pas celui qui gère le service, quoi. C'est la cadre ou voilà. Et on voit bien que nous, on travaille dans un centre hospitalier civil et militaire. Et bien, je vois bien que dans le système civil, c'est assez complexe de pouvoir activer certains leviers organisationnels de management parce que ces systèmes-là sont dissociés. Alors, la discipline, je l'ai vu par exemple au Tchad, ça m'a fait beaucoup de bien de revenir sur le terrain. Et je voyais bien que les jeunes, ils étaient, je suis colonel, les 5 gallons, comme on dit, plus le tonneau est pourri, plus il a besoin d'être cerclé. Pour eux, voilà, ils ne toléraient pas que je les vouvoie, parce qu'un chef, ça doit tutoyer. Et pourtant, voilà, un ordre, c'était un ordre et il l'appliquait. Et ce qui était très intéressant, c'est que plus ça montait dans la hiérarchie, plus il y avait un rétrocontrôle, en fait, un feedback. Sur cette notion de discipline et dès qu'il y avait une problématique, en fait, on voit bien qu'il y a cette culture du rendre compte. On est autonome, mais on rend compte quand la mission est finie. Dès qu'il y a un problème, on rend compte. Et ce qui permet, nous, en tant que chef, de pouvoir toujours réajuster et surtout de ne pas perdre d'énergie, de ne pas consommer d'énergie et de ressources alors que quelque chose est en train de filer bien.
c'est très intéressant parce que dans le management, et ça rejoint ce qu'on nous a appris au Centre de formation de management de la Défense, c'est quand on donne un objectif, il ne faut pas être arc-bouté sur l'objectif lui-même. Parce que finalement, son adjoint, ce que je dis à mes adjoints, ce que je souhaite, c'est l'idéal, c'est que vous ayez des seconds mois, mais à votre façon. Et l'objectif que l'on fixe, c'est un objectif qui est peut-être probable, mais vous, peut-être, vous n'hésitez pas à le dépasser. Voilà. Et s'il y a des problèmes, eh ben, on arrivera à rentrer. Donc, au niveau discipline, finalement, lorsque on rigidifie, ça reste pour moi un warning qu'on n'est pas dans le bon management, qu'il y a quelque chose sur lequel on a raté, on n'a pas anticipé certaines problématiques. Voilà. Et après, je pense que voilà, la transparence paye toujours. Pour te dire que voilà, la hiérarchie, quand elle est bien claire. Et ce que je disais, c'est-à-dire qu'avec le temps, finalement, le manager de niveau, alors il y a différents niveaux, de niveau 5-6, c'est celui qui se dissocie. Et finalement, là, la notion de hiérarchie, finalement, elle s'amenuise complètement parce que la place, c'est la légitimité. On a tous un problème avec sa légitimité. Hein, on a tous, mais c'est normal parce qu'en fait, les positions que l'on nous donne sont des positions qui nous sont tout simplement confiées. Et donc, c'est normal que… voilà. Mais voilà, un petit peu ce que je pourrais donner comme piste de réflexion. Et là-dessus, Hugues, qu'est-ce que tu penses d'un management plus horizontal, un peu comme on peut voir dans des entreprises anglo-saxonnes où c'est des grands open space, où il n'y a pas franchement de hiérarchie, où le directeur général n'a pas de bureau comme les autres. Est-ce que ça peut être appliqué dans nos hôpitaux finalement? Comment tu vois ça? Déjà, il n'y a pas forcément toujours les locaux, donc par nécessité, on partage. J'avoue que tu vois, je me suis posé la question quand je suis arrivé, parce qu'il n'y avait pas assez de locaux, de retirer de pas avoir de bureau en fait, et de pouvoir faire un système d'open space, en tout cas voilà. Je pense quand même que le chef a besoin d'avoir un espace parce qu'il y a un espace être présent dans son service est important et qu'une zone de sécurité où on retrouve ses repères en tant que chef est intéressante parce qu'on passe quand même beaucoup plus de temps à sauver des PowerPoint qu'à sauver des patients, que ses adjoints. Et aussi qu'on a besoin d'avoir un endroit, un repère à IRE où on puisse recevoir correctement un adjoint, c'est-à-dire un aide-soignant, un infirmier, un médecin, voilà, correctement. Il y a cette qualité de présence, elle puisse vraiment s'exprimer dans un endroit qui vit, quoi, pas dans un endroit neutre, c'est une salle de conférence, un truc comme ça c'est neutre. Il n'y a pas de signifiant en fait derrière ça. C'est une discussion que j'ai eu avec mon fils dernièrement, il n'a pas voulu me dire pourquoi, mais il a été convoqué par le directeur. Et on lui a dit, tu sais, si tu es convoqué, c'est que ça ne se passe pas très bien, parce que sinon tu es reçu, c'est pas pareil. Voilà, ben c'est pareil. Voilà, qu'on puisse voilà, discuter. Voilà. Par contre, sur le management horizontal, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il peut s'exprimer au quotidien. Au quotidien, il me semble que le feedback doit être constant. La pire des choses, et c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir, par exemple, sur le colonel Beltrame, par exemple. Lorsque le chef se met en défaut dans une situation de crise, il ne peut pas y avoir de feedback. Et là, on est dans le niveau supérieur, vraiment ultime. C'est-à-dire quand le chef meurt parce qu'il se met en défaut, parce qu'il est absent après pour le feedback, eh ben, il ne peut plus avoir ce rétrocontrôle et les systèmes se mettent en souffrance profonde. Donc, ce feedback, au quotidien, il faut l'exercer. Dire que je fais une prise en charge, je vois il faut la débriefer en fait, une prise en charge un peu lourde, voilà, et ça permet de progressivement intégrer cette culture de qualité. Mais force est de constater que la culture de qualité, on l'a fait lorsqu'il y a le processus de certification, et encore, il n'est pas encore assez pris comme une opportunité d'installer les choses dans la durée, mais c'est une obligation. J'ai embauché un chef de service d'un service local, il avait 2 à 3 contentieux par semaine. En 4 ans, j'en ai eu 3 contentieux lourds. Enfin, je sais pas voilà, où vraiment ça s'est pas passé par juste un courrier d'explication ou des choses comme ça. Ben, vous voyez, comme quoi cette culture de la qualité, de la communication entre nous, de la communication avec le patient, se dire que dire à l'équipe, quand vous allez chercher un patient dans la salle d'attente, vous souriez, vous dites bonjour. Et d'ailleurs, c'est drôle de voir toute la salle d'attente qui dit bonjour.
Voilà, ben, c'est quelque chose, voilà, quand vous arrivez dans les couloirs, on n'est pas transparent les uns les autres avec le patient, on fait un sourire et voilà. Ben, ça, d'emblée, ça désamorce complètement les problématiques de manque de discussion, de manque notamment, ce que disait Marion, du fait qu'il n'y ait pas assez d'informations, ne serait-ce qu'à s'excuser. On est désolé parce qu'il y a eu 3 heures d'attente, voilà, il y a des patients un peu plus lourds, ou après rigoler. Les Anglo-Saxons parlent beaucoup du ice-breaking. Arriver dans le box en rigolant, ça désamorce complètement la chose, quoi. Voilà. Je peux voilà. ajouter juste un petit point, c'est parfois ne pas éviter, surtout ne pas éviter, parce que souvent, quand on a connaissance d'une erreur, d'un délai, d'un retard, d'une problématique, il y a certaines tendances naturelles à dire bah, je vais éviter, je ne vais pas en parler. En fait, si on y va au-devant en provoquant une discussion, un échange, une communication, que ce soit avec des collègues ou avec des patients, bah, ça désamorce beaucoup de conflits. C'est le gros problème notamment des RMM. Des RMM, certains les prennent comme étant pas les RMM, les signalements d'événements indésirables, comme une façon de communiquer, une façon de régler des comptes, alors que ce n'est pas du tout le rôle, c'est un embryon en fait de démarche qualité. Et justement, Marion, tu crains pas que finalement on délègue la communication au médiateur? Tout ce qu'on est supposé faire nous-mêmes, puisque la plupart des litiges, des plaintes finalement, 90% d'entre elles, portent sur le manque de communication. On a rarement de plaintes parce que ça arrive, hein, mais parce qu'on a porté un mauvais diagnostic, on n'a pas soigné, mais la plupart des plaintes, c'est parce qu'on a mal communiqué, pas expliqué. Tu crains pas qu'on délègue ça finalement au médiateur et qu'on se mette dans notre zone de confort? Non, je pense pas. Il y a une vraie, ça ressort dans l'étude, hein, une vraie crainte concurrentielle, en tout cas vis-à-vis des médiateurs. Mais comme le disait Hugues, je pense que notre rôle de soignant, bah, il commence dès qu'on arrive dans la salle d'attente, qu'on dit bonjour, qu'on vient chercher un patient. Ça n'enlève pas toute la relation qu'on va avoir médecin-patient. Ça vient en complément, ça vient nous aider, c'est un réel support. Je ne crois pas qu'il faut y voir… mais c'est normal, quand on a l'impression de perdre quelque chose, on est sur la défensive et on se retient et on se dit, voilà, on va perdre quelque chose. Je ne pense pas. Je pense que ça peut que nous aider, qu'être du plus, voilà, pour le patient. Donc, non, je ne suis pas inquiète, pas du tout. Mais… J'avais une question, j'hésitais à la poser finalement, parce que tu as parlé, Hugues, d'une sorte de quête de légitimité de nos leaders. Tu crois que c'était dans cet objectif-là que certains d'entre eux ont occupé les plateaux télé? Sur les plateaux télé. Juste, je peux répondre à Jean-Luc Hippolyte. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et je vous enverrai les références des livres dont je vous ai parlé sans aucun problème. Voilà, ça sera le plus simple. Voilà, sinon, oui. Moi, j'ai été estomaqué. Alors, j'ai fait un plateau télé hein, sur le citoyen 4M, les 4 mesures barrières. Donc voilà, donc c'était marrant, très sympa parce que c'était avec Agnès Ricaribon en plus et c'est vrai que ça s'est très très bien passé, on ne s'est pas pris le chou non plus, rien du tout, il n'y a pas de raison d'être d'ailleurs. Moi, je regardais les plateaux télé au travers des 6 biais cognitifs et émotionnels. Et en fait, ce sont des capteurs de savoir si l'expert est vraiment quelqu'un qui a une légitimité dans sa discussion et se sent légitime, parce qu'il a creusé la question, parce que voilà, et où il a invité et il va verser dans ses biais, et là on rapidement en fait le loup sort du bois quoi. Et je pense que le fait de plateau télé c'est bien, il faut expliquer, mais pas trop, parce qu'après on perd sa foi. Mais la légitimité, pour moi, elle est enfin, ce n'est pas celle que vous donne un journaliste, hein, c'est celle du terrain, c'est le patient, c'est votre équipe, pour moi c'est ça qui fonde la légitimité. Le reste, c'est bullshit. Hein, moi, les deux mots qui me viennent à l'esprit sur la Covid, c'est humilité et subsidiarité. C'est hallucinant comme dans le temps, sur la 2e, 3e, beaucoup d'experts, de soi-disant experts, ne se souviennent pas par quoi on est vécu, les incertitudes, comment on a décidé dans l'incertitude, les stress qu'on a traversés. Là, on est fatigué, mais ce n'est même pas de la fatigue, c'est de la lassitude.
c'est de la lassitude, on a ras-bol. La Covid, les soins sont embêtants, c'est toujours la même chose. Heureusement, la vaccination arrive et on n'a plus nos petits vieux qui arrivent, voilà. Mais clairement, on ne sait plus où est la légitimité des personnes sur les plateaux télé, mais les repères que j'ai pour savoir si la personne est légitime, c'est est-ce qu'il est dans ses biais cognitifs. La soumission d'autorité, la validation, tout ça. Dès qu'il verse dedans, pour moi, c'est que voilà, il y a plus de réflexion. Et le top, c'est quand même l'expert, celui qui est ce tableau, qui sait dire « je ne sais pas ». Parce que c'est quand même, il se met énormément en danger. Pourtant, c'est une démarche scientifique de dire « je ne sais pas ». Mais c'est une démarche qui n'est pas audible par la population peut-être, en tout cas qui n'est pas audible par un journaliste ou d'autres experts sur le terrain qui vont s'engouffrer là-dedans pour dire « je sais ». Eh bien, écoute, je crois que sur ces bonnes paroles, on va pouvoir conclure. Merci beaucoup, beaucoup, les amis. Abdes, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. C'était fort intéressant, un bel échange. On se quitte pendant 30 minutes et on se reconnecte à 11 h pour la session suivante. À tout à l'heure. Merci à tous. Tout à l'heure, merci. Merci pour l'invitation.